Les Houston Rockets font un super début de saison. Disons-le, ils se sont bien installés à la deuxième place de la conférence Ouest, mais surtout hier soir, ils ont fait le gros coup, l'un des gros coups de cette nuit NBA. Ils ont battu les premiers OKC à l'extérieur, du côté de Houston plutôt. Ça a été un match ultra serré, un match mano à mano comme on appelle ça, où il n'y a jamais eu une équipe qui a véritablement pris un écart. Il y a eu une embrouille, Dylan Brooks chez Gilgeous Alexander. Il y a eu des joueurs ultra clutch, ou Mignon bien sûr, des joueurs ultra clutch. Je pense à Fred VanVleet. Bref, parlons des Houston Rockets, Erwan. On va commencer par ce match-là. Ils sont, c'est un match iconique pour leur début de saison, j'ai envie de te dire. Ouais, on aime bien dire ça, et ça marche un petit peu comme ça dans la vie d'une équipe aussi. Quand on fait un début de saison, un petit peu surprise, je pense qu'on peut dire que les Rockets sont au-delà de ce que la plupart des observateurs attendaient. Il n'y a pas de honte à dire ça. Quand on est comme ça au-dessus des attentes, il y a toujours un moment donné où on veut valider par une belle victoire face à un gros, pour dire c'est pas juste une histoire de calendrier, c'est pas juste une histoire on a joué des équipes blessées, c'est pas juste une histoire que les autres sont en retard, nous on est en place. Voilà, là hier il y avait un match, certes il manquait Chet Holmgren côté OKC, mais bon, j'ai l'impression quand même OKC sans Chet Holmgren ça continue de carburer, surtout avec le retour d'Hartenstein. Hier c'était un vrai match du top de la conférence Ouest, entre le premier et le deuxième. On a vu un très bon match de basket, et on a vu avec cette belle victoire des Rockets, pour moi un tampon qui veut dire voilà, on est cette équipe-là aujourd'hui, en ce moment, donc va falloir compter avec nous. On est crédible. C'est la crédibilité qu'on cherche clairement dans ce projet des Houston Rockets. Je vous rappelle que le 3 novembre, ils s'étaient fait battre assez largement de plus de 20 points par cette même équipe de KC. Donc voilà, ça vous donne un petit peu le là. On reste encore sur ce match. Erwan, il y a beaucoup de choses à raconter. Déjà, l'année dernière, tu sais, ils avaient un petit souci, c'est que dans les matchs un peu serrés, ils avaient du mal à faire la décision. Cette année, ils sont exemplaires là-dedans. Ils ont un nombre de matchs, ils ont une quinzaine de matchs qui se sont joués à moins de 10 points, à moins de 5 points dans les derniers instants, et comme ce qui s'est passé hier, ils arrivent à trouver par du talent, donc Fred VanVleet, Sengun, Jalen Green, ils arrivent à trouver, tu sais, ce qui fait basculer en fait ta saison vers quelque chose de peut-être de grand, en fait, tout simplement. Ouais, mais ils ont appris. Je pense qu'on le dira jamais assez, c'est que faut arrêter de croire que parce que tu vas mettre un nouveau coach, des jeunes joueurs un peu de talent et des joueurs avec de l'expérience, que d'un coup des choses vont cliquer. L'année dernière, ils finissent un petit peu short pour le play-in. On se dit, bon, il est en train de se passer quelque chose. Mais plus que le résultat, c'est on apprend. Quand tu perds un match dans le money time, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, que t'en perds plus que ce que t'en gagnes. L'été, t'es là, tu gamberges. Tu te dis, mais attends, en fait. Et quand tu reviens avec une autre énergie, une autre appréhension et un autre vécu. C'est comme ça qu'on crée le vécu. Et cette année, j'ai vraiment l'impression que ces Rockets-là sont sur la continuité de ce qu'ils ont fait l'année dernière, avec plus d'expérience. Et comment on voit une expérience, c'est la gestion des fins de match. Alors hier, oui, le tir arc-en-ciel de VanVleet qui tombe dedans. Oui, on va dire c'est de la chance, c'est de la réussite. Appelle ça comme tu voulais. Ça, c'est un tir que l'année dernière, il serait pas tombé dedans. Donc quelque part, il y a une attitude générale aussi. On les voit dans leur visage, dans leurs attitudes défensives, qui veulent aller chercher des victoires. L'année dernière, t'as raison, il y avait plein de matchs. Ils étaient bien, mais on savait qu'à la fin, si ça était serré, ça allait basculer de l'autre côté. Cette année, on sent que ce match-là, il bascule souvent du bon côté. Et hier, face à OKC, et je sais qu'OKC les pousse vraiment dans leur retranchement, je savais qu'ils allaient le prendre. Il a fallu un concours de circonstances aussi, avec la petite glissade de Sengun, et Dylan Brooks, il met un tir. Tu dis que c'est Kobe ou Jordan, t'y crois, hein? Très très dur ces tirs-là. Dans cette espèce de mid-range, en décalage, t'es prêt, mais souvent c'est des tirs où tu vas chercher ou trop court ou trop long. Il avait trouvé vraiment la bonne distance, et puis c'est jamais simple. C'est une passe molle, l'autre il est par terre. Donc voilà, c'est ça aussi les Rockets de cette saison, c'est qu'on lâche rien. Il y a un mec qui tombe et hop, tout de suite on va lui proposer une solution. Merci à Javadi qui nous a envoyé un petit peu de sub sur Twitch. T'es le meilleur. On est à ça d'arriver proche du record de Kai Cenat. Là, on y croit à fond avec ça. Merci mon poteau. Du coup, ils sont donc deuxième de la conférence Ouest, je le disais tout à l'heure, avec un bilan de 15 victoires et 6 défaites. Ils ont le même nombre de victoires qu'OKC, qui est à 15-5. Donc il n'y a qu'une seule défaite d'écart entre ces deux équipes. Ils sont à 8-2 sur les 10 derniers matchs, sur 3 victoires consécutives. On a vraiment la sensation que ça y est, on parlait de clic tout à l'heure. Ime Udoka, il a réussi à faire en sorte qu'il y ait peut-être beaucoup de talent, beaucoup de profondeur, on va y revenir bien sûr, mais que tout le monde ait ses moments. Tu vois, tout le monde arrive à briller à un moment donné. Donc Jalen Green a mis 41 le match d'avant. Là, c'est le tour de Fred VanVleet. Sengun est excellent. Quel est ton regard là sur ce début de saison et sur l'équilibre qu'ils ont réussi à trouver? L'équilibre qu'a Houston, je retrouve l'équilibre un peu que Udoka avait mis avec les Celtics quand ils vont en finale en 2022. Il y a une vraie hiérarchie dans cette équipe-là. Il y a un talent pur à qui on laisse un petit peu plus de liberté que les autres, c'est Jalen Green.
À côté de ça, t'as un meneur de jeu qui est un vrai meneur expérimenté, qui sera peut-être jamais All-Star, peut-être cette année, remarque, peut-être il le sera, ça, on verra, mais qui pour l'instant n'est pas un calibre top 5 où il n'y a pas de débat autour de lui, c'est Fred VanVleet, mais qui est un vrai patron. C'est un vrai meneur à l'ancienne. Je trouve que Ime Udoka, il sait bien faire ça, il a trouvé une vraie hiérarchie, donc dans cette équipe-là, sur les titulaires, les mecs du banc qui sortent, chacun a un rôle prédéfini. On sait qui prend les tirs, les gros tirs, qui est dans ses momentum, on va aller chercher. Et en même temps, Ime Udoka aussi, c'est tout le monde défend. Il n'y a pas un mec qui triche. Il n'y a pas un mec qui triche. Et en ça, je trouve que là-dessus, il a réussi son pari. Et puis tout de suite, il a mis sa main sur cette équipe-là. Et souviens-toi, Thomas, il y a 3 ans, on avait vu ces Rockets-là au Madison Square Garden, face aux Knicks. Mais et il y avait déjà des mecs-là. Il y avait Sengun, il y avait Jalen Green, il y avait Jabari Smith. Et c'était on était là, on fait bon, ok, il y a sur 2-3 flashs, tu fais, ils ont des trucs, mais c'était une équipe complètement à l'abandon. On aurait dit une mauvaise équipe des sports Pro B. Crois-moi, je sais de quoi je parle. Et là, pour le coup, ces mêmes joueurs-là, certains en tout cas, ceux qui sont encore là, on voit des choses, des attitudes de mecs qui veulent jouer le haut niveau. Et donc ça, beaucoup de crédit à Ime Udoka. J'aime la hiérarchie, j'aime les rôles de chacun, et j'aime ce que chacun est en train de devenir aussi, parce que ça reste une jeune équipe. Ouais, clairement, je faisais quelques recherches et je suis allé trouver une stat qui va te plaire. La dernière année de Stephen Silas, bien sûr, un coach que tout le monde a oublié, ils ont gagné 22 victoires. Ils étaient à 26% de victoire. Écoute, leur rating défensif, était à 119 points encaissés. Bon. Équipe minable en défense. La première année du Udoka, l'année dernière, énorme progression. Ils encaissent seulement 113 points par match au rating défensif. Ça donne bien sûr 41 victoires, t'en as parlé tout à l'heure, 50% de victoires, donc évolution énorme. Cette année, ils sont donc deuxième meilleure défense de toute la NBA. Ils encaissent, écoute ça, 104,8 points par match au rating. Donc il y a 10 points d'écart 9 entre la saison dernière et cette année. Et comme de par hasard, le nombre de victoires, le pourcentage de victoires s'envole. Ils sont à 71% de victoires. Donc j'aime bien aussi quand tu dis que, tu sais, il a mis sa main mise. On connaissait ses qualités de meneur d'homme. C'était plutôt souligné du côté de Boston. On sait que c'est un coach défensif. Encore fallait-il que ça se traduise dans des stats. On a vu l'évolution l'année dernière, mais là, il a réussi à mettre un système défensif de très 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 haut niveau. Et pourtant, tu pourrais dire ici ou là, ils ont quelques faiblesses. Fred VanVleet, sa taille, Sengun, on peut en discuter de sa défense et tout. La réalité, c'est que l'équipe défend très très bien. L'équipe défend très très bien parce que déjà, c'est une équipe d'athlètes. C'est une équipe d'athlètes. Ouais. C'est une équipe qui fait mal. C'est une équipe qui va vite, qui est dure au mal. Et donc après, ils ont quand même, que ça soit, il a réussi à faire de certains mecs porté, j'imagine, et là c'est on voit aussi l'apport d'un Dillon Brooks. Moi je veux pas croire que depuis que Dillon Brooks est arrivé, entre Stephen Silas, les 122 points et les 119 c'est Silas. Ouais, c'est 119 et les 104 maintenant. Et les 104 maintenant, je suis pas sûr qu'il y a entre-temps, il y a Dillon Brooks qui est arrivé. Ouais, et qui est un fantastique meneur d'homme défensif, un mec qui montre l'exemple. Tu vois, c'est des mecs, s'il y a bagarre générale, Dillon Brooks, il est devant. Il est en premier. Ça, tu vois ce que je veux dire? Avec clair. Une dent cassée. Voilà, c'est lui, c'est Dillon Brooks. Alors, au-delà de l'allégorie sur la bagarre, il faut pas se battre, c'est qu'il montre l'exemple. Et quand je vois les minima qu'arrive à faire Jalen Green, quand je vois ce qui est devenu Jabari Smith défensivement, je peux pas m'empêcher de dire que, évidemment, Ime Udoka a traduit tout ce talent-là défensif avec un système, mais que c'est aussi mené sur le terrain par l'exemplarité de Dillon Brooks. Je vois des attitudes. T'as raison, il y a les stats, mais il y a les attitudes. C'est ces efforts de passer dans les écrans, de sortir les mecs. Et donc, du coup, quand t'as des joueurs qui peuvent être ciblés par leur petite taille, comme Fred VanVleet, ou quand t'as des mecs ou sur les pas latéraux, qui sont des grands pivots, pas les plus rapides du monde, comme Sengun, où tu peux être pris à défaut, en fait, ils compensent tous et ils sont prêts chaque fois à intervenir. Notamment sur Sengun, dès qu'il est joué drivé, ça vient fermer. Il donne pas un lay-up. Il donne pas un lay-up parce que derrière, et on voit notamment Jabari Smith sur du second rideau, on a l'impression que c'est Victor Wembanyama par moment. J'exagère. Mais il est beaucoup dans le second rideau. Et comme, alors oui, il fait pas 2m20, mais par contre, il a tellement de choses et ils sont tellement organisés pour donner pour donner les drives du côté où ils veulent qu'en fait, derrière, boum, c'est très dur. Et on l'a vu hier avec OKC, qui est l'une des équipes qui met le plus de lay-up en NBA. On l'a vu qu'hier, ils se font attraper 3-4 fois sur des contres parce que c'est très dur d'aller mettre contre Houston. Et ce qui est fou hier dans le match, parce que t'as raison de revenir là-dessus, c'est que Shai Gilgeous-Alexander marque 2 points dans la fin de match, et que leur équipe, elle marque pas 20 points dans le 4e quart au KC là. Donc ça montre bien aussi l'étendue et les prouesses défensives quelque part qu'on pourrait souligner pour cette équipe. Je t'en rajoute quelques-unes, encore des petites stats là. C'est la meilleure équipe au rebond, offensif, défensif, total rebond. C'est la meilleure équipe. Voilà, basta. Et ça me fait penser aux Bucks quand ils sont champions. C'est une équipe physique, une équipe grande, ça doit aussi se voir dans les rebonds. C'est la meilleure équipe au rebond. Parce qu'ils sont nombreux à aller au rebond. On parlait d'une équipe d'athlètes et je vais
aller plus loin, je vais aller sur le banc. Les Terryson, les Thompson, Jabari Smith. Tout ça, c'est des postes 3-4. Mais il n'y a pas du banc, Jabari Smith, mais... Non, pardon, je cite les gens qui viennent aussi du banc. Mais de manière générale, ils ont tous ces postes 3, 4, voire poste 2, qui sont ultra actifs et qui vont au rebond, et c'est très dur de contrôler des mecs comme ça, athlètes, qui vont vite. Quand ils partent à 3 points pour aller au rebond, c'est le plus chiant. Alors oui, tu te fais insulter à chaque fois. Les écrans de retard. Alors quand t'es à l'intérieur, au sol, oui. Mais quand les mecs, ils partent de 2 mètres derrière la ligne à 3 points, c'est impossible, en fait, de les contrôler. Et ça, c'est une vraie force qu'ils ont. Et c'est encore la patte Udoka. On se souvient de Boston, ce qu'ils faisaient aussi quand ils vont en finale. C'est que ils sont, par leur physique, ils sont ultra agressifs par la balle, sans la balle, au rebond, voilà. Ils mettent une pression systématique sur leur adversaire, et on voit que même une équipe comme OKC, qui est l'une des équipes les plus dures aussi de NBA, eh ben, ils arrivent à se faire attraper à ce jeu-là. Clairement, la grande réussite du Doka, donc, c'est l'identité qu'il a réussi à donner à son équipe. Il y a une stat qui est passionnante, là, pour cette équipe aussi. C'est le nombre de joueurs à 10 points en plus. Là, pour le coup, même, ils sont 7 à être à 11 points ou plus. Donc là, on est sur une prouesse assez exceptionnelle. Je vous redonne les noms parce que tu parlais de Jalen Green qui est le talent supérieur, mais en fait, dans les stats, ça se ressent absolument pas, puisqu'il est, lui, à 18,9 points. Şengün est à 18,8, donc ils sont vraiment, c'est vraiment le même nombre de points, sans aucun doute, hein, avec 21 matchs joués chacun. Van Vliet est à 16,3, 12,6 pour Brooks, 12 pour Jabari Smith, 11,8 pour Amen Thompson et 11,1 pour Terry Eason. Donc t'as 7 mecs à 11 points ou plus. La dernière fois qu'on a vu 7 joueurs à 10 points ou plus dans un effectif, c'était les Nuggets 2023. Ils sont allés au bout. La stat est marrante. On leur souhaite, et on souhaite à tous les fans des Rockets la même chose, mais ça démontre surtout l'équilibre, la profondeur, et puis surtout le nombre d'armes que tu as dans l'équipe. Hein. Le nombre d'armes, l'équilibre, la profondeur et la discipline. C'est-à-dire qu'on se passe la balle. C'est une équipe, quand je t'en parlais, tu me disais, ouais, mais c'est bizarre, c'est une équipe qui génère assez peu de passes décisives. Ah, moi, je me dis que c'était bizarre, c'était une info que je te donnais. Ouais, ils sont 28e ou 27. Après, il y a ce système, je sais pas si c'est souvent compté, j'imagine que non, comme une passe décisive, mais ce système où ils remontent sur les mains à main ou derrière. S'il n'y a pas de dribble, il y a, voilà, qui génère beaucoup de choses. C'est vrai que ils ont beaucoup de créateurs, donc ça dribble beaucoup, mais je trouve que malgré tout, et c'est le paradoxe aussi un petit peu de cette équipe-là, c'est qu'il se passe la balle. C'est que très rapidement, en plus, quand t'as Van Vliet, qui est un meneur qui aime bien foutre d'abord les balles dans l'aile rapidement ou aller chercher ses grands dans le jeu direct, c'est une équipe qui se passe la balle. Alors, c'est vrai que paradoxalement, ils génèrent pas de beaucoup de passes, mais je trouve que il y a un mouvement permanent sans ballon pour faire des choses, et je trouve que ça explique un petit peu le fait que tout le monde puisse courir dans cette équipe-là. Et puis surtout, il y a beaucoup de talent offensif. On a parlé des athlètes, du rebond, mais il y a beaucoup de mecs. Cite-moi tous les mecs de l'effectif, ils sont tous capables de mettre à minima 15 points, et encore je dis 15 parce que je suis sympa. Mais parce que c'est que des hauts choix de draft aussi. Ouais. Parce que on va accueillir Mathis dans quelques instants, là, on va discuter avec lui de tout ça, mais il y a quand même que des hauts choix de draft, que des hauts talents. Après, tu utilises ton potentiel jusqu'au bout ou non, ça fait partie d'une carrière NBA. Mais je veux juste te rappeler les dernières drafts et les joueurs qu'il y a au sein de l'effectif. Une fois qu'on a dit qu'il y avait les vets, donc Van Vliet, Dylan Brooks, Steven Adams, Jeff Green. J'ai pris les trentenaires. Voilà, bon, mais plus pour Jeff Green qui a 38 ans. L'année dernière, tu draftes Rich Shepard, numéro 3. Pour l'instant, il a peu d'impact. Mais il peut pas, c'est normal, on l'avait annoncé. Mais on l'a vu jouer aussi ces derniers jours. Hein. On l'a vu jouer, on l'a vu avoir des minutes et être intéressant. C'est pas un mauvais joueur. Non, mais ça, on y reviendra. Amen Thompson, 4e choix de draft l'année d'avant. Cam Whitmore, qui est G-League et tout, c'est un bête de joueur le mec, drafté 20e. Jabari Smith l'année d'avant, 3e choix de draft. Jalen Green l'année d'avant, 2e choix de draft. C'est que des mecs à très fort potentiel qui, en fait, dans cette envie de gagner des matchs, peut-être qu'ils pourraient à un moment donné se plaindre du nombre de points, des responsabilités, mais la réalité, c'est que dans ce type de projet, t'as du talent et tu vas avoir tes moments par match ou dans la saison parce qu'elle est longue où tu vas pouvoir montrer tes flashs, montrer qui tu es quelque part. Mais tu vois, ce que tu viens de me dire là, les hauts choix de draft, ça me fait penser à une autre équipe à l'Est qui, par contre, n'arrive pas du tout à capitaliser sur ça. Alors, c'est Détroit. Ah oui, ça c'est sûr. Tu vois, alors Détroit, ils ont pas rajouté de vet, ils ont pas encore trouvé un vrai coach, même si Junior quand même. Si ça va un petit peu mieux, mais en tout cas, tu vois, pour le coup, Houston, c'est marrant comme certaines équipes finalement vivent un peu les mêmes choses. Mais en même temps, c'est pour ça que l'NBA, il n'y a pas que une histoire d'avoir des bons joueurs, d'avoir des bons idées. Au bout d'un moment, faut assembler tout ce que t'as sous la main et avoir des idées. Il y en a qui en ont, comme Houston, il y en a d'autres qui en ont un peu moins, voire pas du tout, comme les Pistons. Donc j'aime bien cette comparaison j'ai eu beaucoup de hauts choix de draft ces dernières saisons.
qu'est-ce que j'en fais et voilà ce que d'autres en font. Absolument. Donc ça, je trouve ça plutôt intéressant. On va accueillir notre premier auditeur de la soirée. C'est Mathis qui nous a appelé via Discord. Je vous rappelle, si vous voulez passer à l'antenne, vous cliquez sur le lien, vous vous connectez à Discord. Il faut bien sûr avoir un petit compte. Et puis ensuite, vous nous rejoignez tous les lundis soirs pour discuter de basket, de NBA, de l'actu. Comme Mathis qui nous a appelé. Salut Mathis. Salut les gars, ça va? Ça va et toi? Mathis? Ça va, ça roule, on est là. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Bah écoute, on est là, il fait froid, je suis tombé malade ce week-end, mais ça va, on s'est remis. Mais l'essentiel est toujours là, Mathis. Ah. Mais oui. Elle est toujours là? Elle est toujours là. Elle est toujours là, je l'ai pas trouvée ce week-end, je voulais pas la contaminer, mais... Bravo. Fort. Moi je fais pas ça. Moi je refile easy, toute maladie. Quel power couple. Ah ouais, bravo. Powerful couple. Magnifique. Bon, Mathis, pour ceux qui viennent peu souvent ici, a l'habitude de nous appeler. Et donc, bientôt marié. Alors, on parlait des Houston Rockets. Dis-nous ce que t'en penses, toi, de tout ça, de la victoire derrière et puis de ce début de saison des Rockets. Ouais, le match hier, il était ouf. Franchement, Houston, très réjouissant. Moi, j'ai beaucoup d'affection. Enfin, ça me fait kiffer, en fait, de voir un peu des projets comme ça qui sortent de terre. Les mecs, tu les as vus quand ils sont arrivés en NBA, quand ça commence à prendre forme. Moi, je trouve ça hyper réjouissant pour ma part. Moi, je vais continuer votre réflexion tout à l'heure sur Ime Udoka. Moi, c'est le premier nom que j'ai envie de citer. Je trouve ce mec, il a apporté plusieurs choses. Vous l'avez dit, la continuité, oui, un petit peu, forcément. L'équilibre, oui, ça aussi. Mais moi, le truc qui m'a fait kiffer, c'est l'identité. L'identité qu'Udoka il a apportée, c'est simple, c'est la dureté, c'est le combat, c'est la bagarre, c'est vraiment, c'est des coups, ils te rentrent dans la gueule, c'est une équipe qui fait mal un peu, et ça se voit à l'image du match d'hier, là où Dillon Brooks, il arrache le rebond sur Shai et tout. C'est vraiment, je trouve, à l'image de cette équipe, elle a peur de personne, elle a les dents qui rayent les dents qui rayent le parquet. Dans cette équipe aujourd'hui, on voit qu'elle a beaucoup de talent. On voit qu'il y a le mixte qui est pas mal entre la jeunesse et l'expérience. La jeunesse, l'expérience sur le terrain avec Van Vliet et Brooks, et un peu plus hors terrain avec genre du Jeff Green ou même du Steven Adams. Moi, vous savez, moi à l'époque j'aimais bien regarder le hit, les Heatles et tout, et moi je trouve que toute proportion gardée, et moi je retrouve un peu de cette époque du hit dans Houston. Pour juste un truc simple, c'est qu'à l'époque je trouvais que Miami, ils étaient très disciplinés collectivement avec Eric Spoelstra et tout, mais par contre ils laissaient beaucoup de liberté en attaque. Bon là, la défense de Houston, vous en avez suffisamment parlé, les mecs qui sont deuxième de toute la ligue, premier au rebond, etc., ça fait mal, ça dissuade et tout. Et puis en attaque, c'est peut-être le petit bémol, je sais pas si vous en avez trop parlé, mais voilà, s'il y a peut-être un peu trop de liberté, notamment sur demi-terrain, moi je reste un peu sur ma faim. En termes de pace, c'est une équipe qui court, vu les athlètes qu'il y a, c'est normal. Mais attaque demi-terrain, je trouve, elle est pas folle. Hier, à la fin de match, t'avais besoin quand même de 2 bombinettes de Van Vliet et d'un circus shot de Dillon Brooks. Mais après, la qualité de ce défaut, c'est que c'est une équipe qui est capable de prendre feu. Mais moi, le petit bémol que j'avais sur attaque demi-terrain, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Je te trouve, t'es un peu sévère. Je vois ce que tu veux dire, mais moi, justement, je trouve que j'aime bien l'idée c'est la qualité de leurs défauts, c'est que je pense que ces mecs-là, on est obligé de les laisser un petit peu, de leur filer un petit peu de liberté. Je pense que Jalen Green, c'est le parfait compromis pour lui. Honnêtement, lui vraiment, il est capable de flash, il est 18 points par match, mais on sent que dans les jambes, c'est un mec qui peut être à 28 et qui sera peut-être un jour à 30 points par match. Donc, je trouve que si moi, j'ai l'impression que s'il y avait trop de liberté, du coup, ça serait un peu n'importe quoi. Et que dans le cas contraire, s'ils étaient sur un basket un petit peu trop fermé, ils seraient un petit peu, ils s'y retrouveraient pas. Souviens-toi Boston, les débuts de saison avec Udoka, c'est là où Jason Tatum et Jalen Brown vont se parler parce que ça va pas et qu'en attaque, il est un peu dans cette forme il y a une forme de jeu, mais vous êtes libre. C'est pas pareil. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, à Boston, on sentait que c'était un effectif qui cliquait pas. Et du coup, il a fallu qu'ils se parlent, que ça clique pour aller de l'avant. Là, on sent que collectivement, j'ai l'impression que tout va bien. Et là où je parlais de l'attaque, c'est parce qu'en fait, les mecs, ils sont 16e. Tu vois, 16e, c'est pas ouf. Après, moi, je trouve pas qu'ils aient tant de meneurs gestionnaires. C'est-à-dire que Van Vliet, moi, je trouve pas que c'est un meneur vraiment gestionnaire. Et Jalen Green, on sait même pas si c'est un meneur, le gars. Après, meneur gestionnaire, les gars, Emric Jano, il joue plus depuis 15 ans. Hein. Meneur gestionnaire en NBA, c'est qui aujourd'hui ? Vraiment, tu vois. Ouais, je sais, et moi le premier. Et franchement, Mathis, nous les premiers, on a des fois ce vieux réflexe, et il faut l'avouer, ce vieux réflexe de parler de meneur gestionnaire. Mais aujourd'hui, c'est qui un meneur gestionnaire en NBA ? Bon, il y a Chris Paul, il y a une vidéo qui va sortir sur lui bientôt, mais c'est quoi un meneur gestionnaire en NBA en 2024 ? Tiens, on va parler au meneur de Détroit, là, c'est toi, Thomas. Non, c'est sûr qu'il n'existe plus trop. T'es obligé d'être dangereux de toute manière. Donc, et dangereux, ça veut dire que si on te laisse tranquille à 3 points, si t'es pas capable de marquer, tu sers à rien sur un terrain.
Donc, je vous rejoins, mais je suis plutôt d'accord, moi, pour le coup, avec Mathis, sur l'attaque, hein. Je trouve que l'attaque, elle est archi pas aboutie. C'est intéressant, c'est en progression, c'est encourageant. Je vois où il veut aller, je vois comment cette équipe pourrait jouer dans 2 ans. Pour l'instant, c'est brut de déco. Ça dépend énormément d'Alperen Şengün, énormément. C'est lui qui décante beaucoup de choses. Le pick and roll est... Je vais pas dire qu'il le joue pas bien, parce que tu n'étais pas deuxième de la conférence Ouest si tu joues pas bien du pick and roll, mais il est pas assez efficace. Et je rajoute aussi à ça, c'est que c'est une équipe qui est archi maladroite à 3 points. Donc, en fait, tout ce que je dis sur la défense, sur le fait que je trouve pas que ce soit encore une très très bonne équipe d'attaque, c'est normal. Ça me dit quand même, dans ma tête là, que la progression, elle est qu'à un moment donné, si elle joue mieux, tous les pourcentages d'adresse à 3 points vont augmenter. Je vais vous les donner, hein, c'est simple. Hein. Aujourd'hui, les Houston Rockets sont la 25e équipe de toute la NBA qui tente le moins de tirs à 3 points. C'est la 26e équipe au pourcentage. Ils sont à 33%. Et quand je dis 33%, c'est pour ces stars. Hein. Jalen Green, 31% à 3 points, il tente sa chance 8 fois par match. Şengün, bon, il en tente moins, mais il a 25%. Fred VanVleet, il en tente plus de 7, il a 33%. Tu vois, c'est bas, c'est très bas. Dylan Brooks, lui, c'est le meilleur dans l'exercice, il a 38% sur 5 tentatives. Donc, clairement, elle n'est pas aboutie, l'équipe. Mais je me dis que s'ils arrivent à avoir un déclic, que ce soit dans le jeu, dans le volume de bons tirs qu'ils vont prendre au fur et à mesure de la saison, franchement, ils peuvent avoir vraiment une progression qui pourrait les permettre de passer des tours en play-off. En fait, il est là l'enjeu pour eux. Bah, tout ça, à partir du moment où tu défends comme eux défendent avec les principes défensifs qu'ils ont, pour moi, déjà, oui, tu peux beaucoup plus te projeter sur des play-offs. On sait très bien que les équipes d'attaque, on dit oui, on verra en play-off. Les équipes qui surfent sur de l'adresse folle, on se souvient d'Utah, une saison où on dit ouais, mais on verra en play-off si ça marche. Bon. Avec eux, quand t'as une base défensive comme ça, pour moi, déjà, c'est plus facile de se projeter. T'as plus de certitude. Maintenant, moi, sur leur attaque, ils sont 16e, hein. Ils sont pas 28e. Je vous rejoins sur le fait que c'est pas une attaque aboutie, que c'est un projet qui a seulement 2 ans. Et qu'en fait, ce que j'ai envie de me dire, c'est que, en étant cette 16e attaque-là, avec des phases plutôt assez cohérentes, t'as raison, il y a de la maladresse, il y a encore un peu de qui veut faire quoi, mais il y a encore, je te dis, moi, ça me saute pas tant aux yeux que ça. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais surtout, je me dis qu'ils ont, Mathis, dis-moi, là, j'ai envie d'avoir ton avis. La marge, elle est où, alors, du coup, la marge de progression de cette équipe-là encore? Parce que le plafond, du coup, parce que le jour, comme Thomas le dit, où ils vont bien jouer, mieux, en tout cas, en attaque au basket, parce que pour moi, il y a rien d'alarmant pour l'instant dans ce qu'ils font offensivement, avec une vraie marge de progression. Et il est où le plafond de cette équipe? Bah, le plafond, il est très haut. Je suis d'accord avec toi. Il y a rien de décourageant, parce que moi, je trouve que la défense, c'est, quant à la défense, j'ai envie de dire un peu que le plus dur est fait et que tu peux regarder à peu près tout le monde dans les yeux. L'attaque, Thomas a bien fait de parler de 3 points, parce que moi, je trouve que le pick and roll, il marche bien, il est pas alarmant. Et comme je disais tout à l'heure, c'est une équipe qui court. Mais franchement, si là, t'es 2e avec une attaque 16e, le plafond, bah, c'est forcément, tu vas forcément tutoyer les sommets. Et est-ce que le salut de Houston, de l'attaque de Houston, pour que Houston soit vraiment une équipe qui fasse peur offensivement, elle serait pas dans le trade de la fameuse superstar? On sait qu'il faut la superstar en NBA pour aller loin, 1 ou 2, pour espérer être compétitif plus, etc. Il y a eu la rumeur de Jimmy Butler parce qu'il le mec est en fin de contrat et tout. Mais est-ce que en réglant ce souci-là, tu réglerais pas l'autre? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La superstar qui pourrait t'apporter offensivement, du coup. Si, bah, de toute manière, d'après moi, Houston aujourd'hui est le meilleur endroit pour une superstar. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que ils ont tous les assets pour envoyer le bousin, pour aller chercher une star, mais t'es pas non plus complètement démuni. Tu vas pas envoyer tous son 5 majeurs. Donc si t'envoies Jabari Smith, je vais pas vous dire de bêtises, mais Cam Whitmore, Jabari Smith, Rich Shepard et un vieux, bon bah je pense que tu peux t'en sortir avec une star qui arrive en fonction du profil du mec. Donc je suis plutôt d'accord avec toi. N'empêche que sur l'arrivée d'une star et pour augmenter leur plafond, mais la réalité c'est que là il faut les laisser aller au bout de leur truc. Il faut qu'ils se qualifient en play-off. Il faut qu'ils jouent des play-offs avec ce groupe-là pour voir qui est qui. On verra si les mecs vont progresser ou s'effondrer pendant leur première joute de play-off. Il y a toutes ces questions qui doivent se poser avant véritablement de bouger, sauf s'ils ont Yanis qui a envie de venir, tu vois, sauf s'il y a vraiment un truc de ouf. Sauf si Yanis a envie de venir, t'as raison. Parce que, et je te rejoins complètement sur le fait que, par exemple, il y a 3 semaines, on parlait de la rumeur Jimmy Butler. Jimmy Butler, il vient, ta fenêtre, elle a 2 ans. Max. Là, tu bouges pas, ta fenêtre, elle a 4-5 ans. Moi, Jabari Smith, j'ai envie de voir ce qui va être dans 2-3 ans. J'ai envie de voir ce que Jalen Green va être dans 2-3 ans. VanVleet est un meneur de jeu encore jeune. Tu vois? Donc, si tu fais venir, on disait souvent, il y a 3 semaines, je disais, tu fais venir Butler, tu gagnes du temps. Ouais, mais en fait, tu t'en donnes moins aussi pour développer.
Là, je pense que cette C'est équipe-là... c'est un booster à court terme. C'est un booster quand même. Ouais, hein. avec les risques que ça comporte. Avec les risques que ça mais comporte. ça fait partie du jeu d'une franchise. Tu fais après, c'est des calculs. Tu fais un sprint, ou tu fais un 400 mètres, ou tu fais un 1500 mètres, ou tu fais un 3000 steeple. Oui, je voulais montrer que je connaissais bien l'athlète. Mais... Comme un steeple, tout ça. bravo. Mais c'est intéressant. Aujourd'hui, tu vois, c'est fou, parce que c'est la magie de la NBA. Il y a 3 semaines, alors je sais que toi t'es fan du Heat Matisse, tu vois, il y a 3 semaines, moi je leur ai dit, mais s'ils peuvent le faire Butler, qu'ils le fassent. Aujourd'hui, je suis moins convaincu. C'est pas la même situation non plus. Ils sont deuxième, ils viennent de pas taper au KC. C'est bien ce que je te Ils auraient dis. tort de se priver. C'est pour ça que je te dis Avant ça. de te redonner la parole, Mathis, et ça s'intéresse à quelques mecs dans l'effectif. Regardons vite fait ce que nous offre Winamax comme petite cote intéressante autour des Houston Rockets. On allait vous chercher un truc. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est sur le gain de la division Sud-Ouest. Ils sont donc avec les Dallas Mavericks, les Memphis Grizzlies, les San Antonio Spurs et les New Orleans Pelicans. L'avantage, c'est que les Pelicans, visiblement, ont autre chose à faire que d'essayer de gagner cette division. Tant pis pour eux. Mais quand même, tu vois, on peut se poser la question de est-ce que les Rockets peuvent le faire? Alors, pour l'instant, bien sûr, ils sont premiers de cette division. Hein, ça vous paraît évident. Je vais vous donner les bilans de chacune de ces équipes. Donc 15-6 pour Houston, Memphis est deuxième, 14-7, Dallas troisième, 13-8, San Antonio Spurs 11-9 et les Pelicans 4-17. On n'en parlera pas, évidemment. Réfléchis à ça, tu vas me dire dans quelques instants si tu penses qu'ils vont prendre cette division, mais avant, comme toujours, hein, rejoignez-nous via le code FT10, et puis voilà, il y a un mec qui va vous parler vite fait, en plus, il est sympa. Tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes le basket américain et même tous les autres baskets, eh bien ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques, donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre. Donc comme toujours, hein, vous nous rejoignez code FT10 sur Winamax. Alors Erwan, est-ce que tu les imagines finir devant les Mavs, devant les Spurs, devant les Grizz? Ouais, c'est une bonne question en vrai. C'est Hein. 3 super équipes. Bah ouais, non, c'est cool. Les Grizz sont juste derrière et ce qu'ils font avec le retour notamment encore de Ja Morant, c'est Énième une équipe. retour. C'est une équipe. C'est pas une fuse 9 en fait. Après, je vois quand même Dallas sur la durée. Faut pas oublier quand même qui sont les Mavs, le roster de ces Mavs-là, l'expérience que c'est aussi le champion titre de la conférence Ouest. Je vois les Mavs sur la durée quand même finir devant et remporter la division. Ça me paraît plutôt logique. Tu dis quoi, Mathis, toi? Ouais, je suis d'accord. Les Mavs. Et puis globalement, s'il fallait élargir à la conférence, peut-être que t'allais y venir après. Moi, je vais être peut-être un peu pisse-froid pour le coup. Moi, j'ai un peu peur qu'en fait ça descende pour le même principe que Dallas. Là, on dit que Dallas va remonter, mais même moi, j'ai peur que, je te dis pas que Houston va chuter de ouf, mais que ça descende quand même un peu bien en gamme. Je sais pas, Minnesota qui sont dégueux, ils vont peut-être se décider à remonter un peu. Sacramento pareil. Denver, ils sont 9e. C'est quand même une place où on n'est pas habitué à voir Denver. Enfin, indigne, ouais. Tu peux le dire, indigne. Indigne, allons-y. Même dans un long terme, la saison est encore très longue. T'es pas à l'abri que les Pels ils récupèrent leurs blessés et d'un coup ils jouent au basket. Donc non, mais en tout cas pour revenir à ton histoire de division, ouais, je vois quand même un peu Dallas passer devant, mais ils peuvent se taper avec Memphis. Ok, ça me paraît, on est tous plutôt d'accord, ils vont finir à peu près dans les mêmes eaux, ce serait une très bonne nouvelle pour les Houston Rockets, hein. Leur but c'est de se qualifier en playoff. Je vous donne aussi leur groupe A de la NBA Cup, ils sont premiers, ils sont invaincus dans leur groupe. Ils sont premiers, Portland est deuxième avec un bilan de 2-1, oui Portland est deuxième. Les Timberwolves sont éliminés, ils sont à 2-2, et les Clippers ont encore une chance de se qualifier apparemment avec une wildcard, ce qui est très improbable, hein. Les Clippers sont à 1-2, et les Sacramento Kings, éliminado, ils sont 5e, donc on devrait logiquement retrouver pour les quarts de finale les Houston Rockets et ça donnera ensuite une chance à cette belle franchise d'aller à Las Vegas où Erwan sera d'ailleurs. Eh oui, tu seras là-bas. Viva Las Vegas. T'as envie de les voir Houston Rockets, t'as envie de les Ouais, voir? j'ai très envie de les voir. Ce serait lourd. Tiens, je pourrais même te faire mon Final Four là, que je kifferais voir. Je kifferais voir Houston, je kifferais voir Orlando, je kifferais voir les Knicks évidemment et j'aimerais bien voir OKC aussi. Pas mal. Écoute, une revanche là, en demi-finale de la Conf Ouest oui. entre OKC et Houston avec une bagarre là de chiens fous. Ok, très bien. Alors, j'ai bien compris ce que vous me disiez. Donc, objectif top 6. Ça, on est plutôt tous ok là-dessus. La NBA Cup, pourquoi pas aller au Final Four pour continuer à prendre l'expérience et gagner cette division 1. Je voulais qu'on s'arrête sur quelques joueurs parce qu'avec Aaron, on en parlait hors émission. On parlait de Jabari Smith. Et de son évolution, il est en 3e année, on l'a dit tout à l'heure, c'est un 3e choix de draft. Dis-moi un peu ce que t'en penses et Mathis, tu nous diras toi aussi après. Je pense que ça confirme que malgré tout le talent que tu peux avoir, si t'es pas coaché, si t'es dans des projets de merde, eh ben ça t'aide pas.
Et j'ai presque envie de dire que quand je vois ce que Jabari Smith aujourd'hui fait, comment il est aux ordres, dans le bon sens du terme, comment il est aux ordres d'un coach en qui, je pense, il croit, qu'il doit écouter, qu'il doit lui dire si tu fais ça, tu vas arriver à faire ça. C'est quand même un mec qui était annoncé comme une superstar. Le nouveau KD, on disait, mais en plus grand, tu sais. Il y avait plein de choses. D'ailleurs, on le voyait sur ses premières saisons, avoir dribblé énormément, tenter des tirs à la KD. Enfin, il faisait des choses, on disait, mais attends, il en est déjà là, lui, il veut vraiment faire ça. Quand je le vois aujourd'hui, dans un système du Doka comme ça, se mettre des pelées défensives avec un corps long, des longs bras comme ça, aller choper des rebonds défensifs, offensifs, être capable toujours, pour le coup aussi sur du KD, que ça soit face-up ou même du dos au cercle, quand il se retourne, mettre des paniers, être très agressif aussi sur du rebond offensif. Je me dis, ok, d'accord. Donc en fait, ce mec-là, qui était arrivé très jeune en NBA, avait besoin d'être coaché, avait besoin de continuer à être guidé. Josh Giddey, tout à fait. Et franchement, c'est exactement l'évolution que j'attendais de voir chez un joueur comme celui-là. Et je suis ravi de le voir comme ça. Vraiment, pour moi, il a toutes les qualités. Je sais pas son plafond jusqu'où ça peut l'emmener. Est-ce qu'il mettra 25 points par match? Est-ce qu'il sera All-Star? J'ai l'impression qu'il peut en avoir la possibilité s'il est dans un bon contexte. Mais en tout cas, je trouve que il fait des choses qui vont lui permettre en tout cas de s'installer et de jouer très longtemps dans la ligue. Ce qui est déjà, par rapport à d'autres, un énorme point positif. Tu dis quoi, Mathis, de notre ami Jabari Smith? Ouais, je suis d'accord. Ce qui est intéressant avec lui, c'est que il évolue pas tellement en termes de stats, c'est-à-dire que, enfin, il met pas plus ou moins de points, il est globalement pareil, mais il est déjà dans cette deuxième phase de progression NBA, c'est-à-dire que il met mieux ses points, j'ai envie de dire. Il les met plus justement, évidemment le coach, l'équipe, l'entourage, etc. Alors c'est un 3e choix de draft, mais bon, je pense qu'on a compris que ça allait pas être la figure de proue d'une équipe, en tout cas pas de Houston en ce moment, mais c'est un super élément à avoir. Et les mecs qui tiraient un peu à tirer l'arigot, qui commencent à être mieux coachés et à mettre des points au bon moment, au bon endroit, à la fin de système, à la fin d'exécution, ça fait plaisir. Et ça fait d'autant plus plaisir qu'en fait il évolue même pas tant dans les points. C'est bien qu'il fasse sa 10-12 de points dans cet effectif-là. Donc c'est cool déjà pour Jabari Smith. Tu sais, on lui reprochait un petit peu d'être soft, tu vois, de manquer un peu de tonus, de dureté, mais c'est normal pour un mec de 19-20 ans. Moi, j'ai pas trop de soucis avec ça, entre guillemets. Je trouve que tu peux le développer. Il va pas devenir, je sais pas moi, Kenneth Farid demain, mais c'est pas du tout un bon exemple. Il va pas devenir Kevin Garnett, c'est quand même un bien meilleur exemple pour parler de dureté. Mais tout à l'heure, on en parlait avec Evan hors caméra, là. Moi, je disais, mais pour moi, je décèle encore en lui le potentiel d'être une star un jour. D'être à 25 points, d'être 5 fois All-Star. Je suis pas sûr que ce soit à Houston. Mais il a vraiment le profil du mec qui, dans l'éventualité d'un trade assez énorme et tout, arrive dans une équipe où, tu sais, il passe de moins de 15 points là à 22, 23 points, concurrence, candidat pour être au MIP. Il a vraiment ce profil-là. Je sais pas si ça arrivera. C'est une vraie question que je me pose. Mais quand je vois son évolution mentale, les rebonds, la défense, ce qu'il est capable de faire dans un collectif où il faut donner à grailler à tout le monde, il s'est pas encore vraiment affirmé. Si ce gars-là s'affirme, il y a aucune raison que ce soit pas un gars qui vale plus de 20 points par match. Je trouve que ça se tient. Après, c'est des chemins de carrière. Bien sûr. C'est des chemins de carrière. Scottie Pippen, s'il se retrouvera à côté de Michael Jordan, même s'il est All-Star, tout ça, bon, c'est une autre carrière et il serait peut-être encore un petit peu plus haut dans les classements qu'on fait, les top 30, top 50 all-time. On ne saura jamais, ça, pour le coup. On ne saura jamais. Après, c'est des choix de carrière. Après, c'est vrai que moi, quand je l'imagine dans un avec ce qu'il est en train de vivre, si dans 2 ans il se retrouve tradé parce qu'il y a ce fameux package dont on fantasme ou pas d'ailleurs, dans une équipe avec un projet un peu moindre, bah effectivement oui, t'as raison, il pourrait faire ça, mais dans un, je sais pas, enfin, après, quand t'es jeune, et c'est ça que je trouve intéressant avec Jalen Green et Jabari Smith, c'est que quand t'es jeune et que tu goûtes assez rapidement, même si les débuts ont été très compliqués à Houston, que tu goûtes rapidement avec un coach exigeant qui t'explique, qui te montre comment gagner, et que très vite tu te projettes avec de l'ambition collective, très dur de redescendre. Donc moi, je lui souhaite surtout de rester à Houston, mais je te rejoins sur le fait qu'il se retrouve dans une équipe genre chez les Nets, par exemple. Oui, je le vois, je le verrai mettre 20 ou une bonne vingtaine de points par match. Il y a Clément qui nous dit, pour un peu clôturer tout ça, le GM Raphaël Stone est au top. Les prolongations de Green et de Sengun cet été. Udoka pareil. Maintenant, il manque du star power et de l'adresse, mais j'espère qu'ils attendront la vraie opportunité sans se précipiter. Ouais, mais le star power, là, ça, tout ce qu'on dit, là, les Easton, les trucs, tous les mecs du banc, sachant que t'as le rookie Shepard qui joue pas beaucoup, mais on l'avait annoncé, il y a tellement de monde, tellement de dureté, que quand t'es un rookie, 3e shooter, que t'arrives dans cette équipe-là, c'est
Tu vois, il a vraiment tombé au bon endroit au bon moment. Ouais, exactement. Et pourtant, il le voulait. Hein. Non, mais tu sais, il est pas tombé là où il fallait. Il est pas tombé là où il fallait, clairement, pour lui. Et pourtant, quand il rentre, il est vaillant, il met des tirs ouverts, mais c'est très... Aujourd'hui, le combat que demande Ime Udoka, c'est pas possible pour lui. Mais du coup, je sais plus ce que je voulais dire, mais voilà. Je sais pas non plus. Je sais plus où j'allais. Bah, c'est pas grave. Mais non, voilà, je disais que le star power, oui, mais si t'attires une star, forcément, tu te déplumes. Il faut trouver le bon compromis de ce que tu vas lâcher ou de ce que tu vas pas lâcher. Tu vois, par exemple, t'as Miami, qui a absolument pas voulu se mettre à poil et qui est passé à côté de Lillard. On se demande, et finalement, on se demande aujourd'hui si Lillard était là, est-ce que Miami serait un peu plus excitant? Oui. Mais en même temps, t'as des équipes qui se sont mis à walper, comme les Nets à l'époque, et qui finalement, derrière, se sont retrouvés dans des galères sans nom. Il y a toujours un juste milieu à trouver. C'est pas aussi simple que ça. Non, mais ça, c'est clair. Mais après, je trouve que c'est une histoire de stratégie. Je prends un autre exemple. D'opportunité. Prends les Cavs. Il faut Donovan Mitchell. Sur le papier, on s'est pas tous dit, c'est une évidence de Donovan Mitchell aux Cavs, finalement, tu vois. C'est un bête de joueur, un multi-star, c'est pas une superstar. C'est pas à poil. C'est pas une superstar. Oui, d'accord, mais il n'empêche que tu choisis une opportunité, tu fais ce choix de lâcher ici ou là pour aller chercher un mec qui va te faire grandir. Moi, c'est la question que je me pose pour cette équipe de Houston Rockets, c'est à quel moment, si eux ils vont comprendre à un moment donné qu'ils vont pas passer un tour ou deux tours ou que le projet sera un peu en mode frein, à quel moment tu prends la décision d'aller chercher, pas forcément une star. Yannis, c'est facile. Jimmy Butler, c'est plus difficile parce qu'il est vieux, mais un gars comme Donovan Mitchell, est-ce qu'on est sûr qu'il va apporter tout de suite? Est-ce que dans ce truc-là, dans un projet déjà existant, comment il s'intègre là-dedans? Tu vois, il y a des vraies questions, je trouve, qui vont devoir se poser à un moment donné, les Houston Rockets. Bon, ils y sont pas encore. L'opportunité, moi je pense que chaque année c'est jamais pareil. Le marché, que ça soit en février, l'été, le marché des fois il t'offre des trucs une année qu'il peut pas t'offrir l'année d'après. Et tout l'enjeu de tout ça, c'est de savoir la saisir quand ça s'offre à toi. Moi je reste persuadé que les Warriors, même si ça va pas mal cette saison, doivent se mordre les couilles de pas avoir fait Siakam. Mais s'ils le font pas, c'est que McDonald Levy Jr. il est pas bon, je te le dis. Donc voilà, il y a des opportunités à faire selon et pour moi en fait avec ce qu'ils sont en train de faire et l'effectif qu'ils ont, ils ont pas besoin d'être à l'affût. Voilà, il faut regarder ce que le marché peut te proposer. Si à un moment donné il y a un truc, on se dit là je le sens, là je vais gagner du temps, faudra y aller. Et en plus ils auront les assets pour monter un package cool. C'est par exemple ce que d'autres n'ont pas réussi à faire. Sébastien aussi, pour clôturer tout ça là, ils ont des stars en devenir, un peu de patience plutôt. Et je l'ai dit moi dans Clutch il y a une semaine, il y a 10 jours, je disais si j'étais GM, j'irai au bout de ce projet, j'irai au bout de ce truc. On voit. Parce que si t'as 20% de chances que ça marche, donc finale de conf, finale NBA, etc., en fait, l'adhésion du public pour ce projet avec des mecs qui sont là depuis le début, vous savez très bien que c'est pas la même chose que quand il y a un mec qui arrive. Oui, vas-y, Mathis. Mais ouais, c'est intéressant le débat sur le star empowerment, etc. Mais en fait, pour moi, et c'est le commentaire que tu étais en train de lire, c'est-à-dire que tu prends des stars quand t'es dans la situation où en fait ton terreau actuel, ton noyau actuel, tu sais qu'il t'emmènera pas. Là pour moi, on est encore beaucoup trop tôt. C'est-à-dire qu'en fait, et en plus t'as des exemples des champions récents où en fait les stars elles étaient là. Il fallait évidemment ajouter des compléments. Je pense par exemple à Denver. T'as le duo Jokic-Murray, tu le draftes, évidemment tu complémentes un peu autour. Je pense à Milwaukee. Middleton, Giannis, après tu fais un peu autour. Mais par contre, je prends le contre-exemple de Brooklyn. Alors Brooklyn, c'est mal fini, ils sont pas champions, etc. Mais Brooklyn, on a bien vu que D'Angelo Russell, Kenny Atkinson, etc. C'était sympa, c'était un bon terreau. Joe Harris, tout ça. Jarrett Allen, mais par contre, tu sais bien que tu vas aller ne pas avec ça. Donc bim, KD, Kyrie. Après, ça a mal fini, donc c'est pas forcément un bon exemple. Et là, pour moi, Sengun, en fait, il a même pas 25 ans. Donc on à voir si Sengun, toute proportion gardée, sera le Jokic de Denver quand ils sont champions. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et après, le management devra prendre la décision de star ou pas. Est-ce qu'on envoie tout bazarder ou pas? Donc c'est pas obligatoirement la star, en fait. C'est ça que je voulais dire. Pas obligatoire. Et c'est pour ça que mon exemple de Donovan Mitchell est là-dedans, parce que tu lâches quand même, tu vois, il avait lâché beaucoup de choix de draft, des Mark Cannon, Colin Sexton, des mecs qui étaient là et qui étaient plutôt bons d'ailleurs, hein, mais à un moment donné, je pense que c'est aussi ça le rôle d'un GM, c'est vas-y, je tranche dans le vif et j'essaie de faire un gros move pour faire progresser tout le monde. Mathis, extrêmement sévère avec Kenny Atkinson, D'Angelo Russell, Joe Harris, Jarrett Allen, Caris Levert, extrêmement sévère. Tu vas nulle part avec ça, mais ça n'engage que moi. Ils auraient pas été champions. C'est vrai que tu vas loin avec ça. Non, ils auraient pas été champions. Attends, vous êtes trop marrant. Là, on est en train de dire à des mecs, il faut les laisser voir, il faut voir ce que le marché, il faut voir ce que D'Angelo Russell champion NBA. Non, mais c'est pas ce que je suis en train de dire. Je vous trouve extrêmement sévère. Peut-être
qu'à un moment donné, le marché, déjà, il a jamais été aussi bien coaché que Parkin Atkinson, Oui, d'une part, et de deux, le marché t'offre des choses, et peut-être que cette équipe-là serait allée chercher un mec qui, à un moment donné, t'aurait fait franchir un cap. Je vous trouve extrêmement sévère sur les Nets de notre ami. Il faut toujours remettre en perspective que la conférence Est et que D'Angelo Russell, l'année où il va au All-Star Game, il y a 2 blessés. Hein. Donc, je remets toujours. Il jouait bien, il faisait kiffer. Attends, Mais là, le débat, là, il est pas sur D'Angelo Russell. c'est la progression et le plafond. Voilà. Je le dis très honnêtement, j'aimais beaucoup l'équipe des Nets. Jamais ils allaient passer 2 tours de playoff. On va pas se mentir non plus, tu vois. Je sais pas ce que j'ai dit, je vous trouve extrêmement sévère, c'est tout. Bon, très juste, moi je dirais plutôt. C'est vous qui voyez. Allez, ça fait 45 minutes qu'on est sur les Houston Rockets, mais c'était important de parler d'eux. Les gens vont être contents parce que dans les commentaires, il y avait plein d'éjaculateurs précoces qui nous disaient c'est un scandale, vous avez pas parlé d'Houston. Voilà les frères, 45 minutes, prends ton sopalin et régale-toi devant les Rockets. Oh vache. Allez, bisous, merci. Merci à mon ami. Merci à toi qui nous regarde. Un petit commentaire, on va dire Mathis attends 30 secondes. Merci à vous. N'hésitez surtout pas, si vous faites partie de la squad dont vient de parler Erwan là, à nous mettre un petit commentaire. On sera ravis de pouvoir vous lire et puis de savoir ce que vous regardez pour vous faire venir. Allez, je vous embrasse.